Nous allons à présent aborder la sous-unité 2 qui porte sur les nutriments. Et cette unité est répartie en deux chapitres. On a déjà abordé le premier chapitre qui portait sur les macronutriments. Le présent chapitre, chapitre 2, est intitulé les micronutriments. Le plan que nous abordons est le suivant. Nous allons parler, n'est-ce pas, en introduction des nutriments, de leur classification. Bon, ça a été déjà vu, hein. Nous allons prendre micronutriment par micronutriment et en 2.1 à parler, n'est-ce pas, des vitamines. On va distinguer deux types de vitamines, à savoir les vitamines liposolubles et les vitamines hygrosolubles. Nous allons passer en revue les rôles, les carences, les sources et les besoins. Et puis en D2, nous aborderons les minéraux, et aussi qui sont représentés en deux groupes, à savoir les macro-éléments et les oligo-éléments. On parlera de leur rôle, des carences, des sources et des besoins. Et puis, on tirera une conclusion. Alors, quel est l'objectif général de ce chapitre? Ce cours vise à acquérir des connaissances relatives à la nutrition fondamentale, afin de mettre en application une alimentation saine et rationnelle, fondée sur une connaissance rigoureuse des nutriments et des familles alimentaires. Comme objectif spécifique, connaître les micronutriments retrouvés dans les aliments. Expliquer le rôle des micronutriments à l'organisme. Identifier les sources des micronutriments dans les aliments. Quand les auditeurs auront fini de faire ce cours, ils seront capables de mobiliser les connaissances fondamentales et spécifiques du nutritionniste dans le domaine des aliments et de leur utilisation dans le cadre d'une alimentation rationnelle ou d'une alimentation de type particulier. Alors, en introduction, disons que pour une bonne étude de la nutrition, il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances en nutriments. C'est fondamental. De leur action sur l'organisme. Alors, pourquoi mangeons-nous? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, nous mangeons pour fournir à notre organisme des matériaux de construction en vue de développer notre corps et de renouveler les tissus. Des matériaux de protection utiles pour le bon fonctionnement de notre organisme et aussi pour augmenter la résistance contre les maladies de toutes sortes. Également des matériaux de combustion qui fournissent à l'organisme de l'énergie. On en a abordé au cours du premier chapitre sur les macronutriments. Donc, des matériaux de combustion qui fournissent à l'organisme de l'énergie pour travailler, mais également pour maintenir sa température et faire fonctionner ses organes, que le cœur, le poumon, les reins, etc., etc. Alors, comment une meilleure alimentation peut-elle nous aider à préserver notre santé et à réduire le risque de développer ces maladies? Pour y arriver, il apparaît nécessaire de connaître les notions sur les nutriments de base. D'où le chapitre 2, c'est-à-dire les micronutriments ou nutriments non énergétiques. Définition, c'est quoi les micronutriments? Ce sont les
éléments minoritaires qui sont représentés en faible quantité dans notre alimentation. Ce sont donc les vitamines et les minéraux. Alors, en D1, nous allons aborder les vitamines. Et que dire des vitamines? C'est des éléments que vous connaissez déjà. Disons que les vitamines sont des substances apportées en faible quantité par l'alimentation. Elles sont indispensables à la vie et jouent un rôle dans toutes les réactions enzymatiques en activant les transformations biochimiques de l'organisme de notre corps. Pour rappel, ces vitamines qu'on appelle encore les coenzymes, eh bien, les réactions biochimiques ne peuvent pas donc s'exercer sans ces vitamines, sans ces coenzymes. Certaines d'entre elles se comportent comme des hormones ou se conjuguent avec les sécrétions des glandes endocrines. Vraiment, les sources sont les fruits, les végétaux, le lait, le pain entier, les céréales et les légumes. On distingue 13 vitamines différentes, connues pour être requises chaque jour pour une bonne santé. Il existe deux types, à savoir les vitamines hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, et liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les huiles. Les vitamines liposolubles sont solubles dans les graisses qui sont stockées dans les tissus graisseux. Ce sont les vitamines A, D, E et K. Elles ont besoin du corps gras dans l'estomac pour leur permettre d'être transportées dans les vaisseaux sanguins pour être utilisées, donc absorbées. Et puis, il y a les vitamines hydrosolubles qui sont solubles dans l'eau et sont facilement éliminées. Ce sont les vitamines B et C. Nous allons aborder à présent les vitamines liposolubles. En premier lieu, la vitamine A. Quel est le rôle de la vitamine A? Bien, la vitamine A participe au cycle des pigments visuels et intervient dans la santé de l'œil. Elle intervient également dans la croissance et le développement des tissus épithéliaux cutanés, pulmonaires et intestinaux. Elle joue également un rôle, n'est-ce pas, dans la défense immunitaire. La vitamine A, eh bien, permet à l'homme de s'adapter, une certaine adaptation des yeux à la lumière. Et les carences, n'est-ce pas, peuvent provoquer des troubles de la vue. On appelle parfois la cécité nocturne. Quelles sont les sources alimentaires? Dans les carottes, les fruits, les légumes colorés, le beurre, les crèmes, le poisson gras. Les besoins d'un adulte en bonne santé sont d'environ 800 équivalents retirés. La vitamine D, quels sont les rôles de la vitamine D dans l'organisme? La vitamine D agit comme une hormone et permet la fixation du calcium, c'est-à-dire la minéralisation des os. La vitamine D permet la régulation de l'absorption du calcium et du phosphore. Bien évidemment, sans la vitamine D, eh bien, le calcium ne peut pas, et le phosphore ne peut pas se fixer sur la trame osseuse. Donc, pour être utilisable par l'organisme, la vitamine D a besoin de l'action des rayons UV, ultraviolets du soleil. Elle est en effet modifiée au niveau de la peau par les UV. Chez l'enfant, la carence en vitamine D entraîne le rachitisme.
Qu'est-ce que la carence en vitamine D peut provoquer? C'est le rachitisme, donc des os qui sont mous et qui se déforment ou se cassent facilement. Les sources sont le fromage, les œufs, le beurre, les crèmes, les produits gras, également le soleil. Les besoins d'un adulte en bonne santé sont d'environ 10 à 15 microgrammes par jour. S'agissant de la vitamine E, elle joue un rôle d'antioxydant en s'opposant à la peroxydation des acides gras en peroxyde. La peroxydation, pour rappel, ce sont, n'est-ce pas, les liaisons, les doubles liaisons qui se trouvent au niveau des acides gras insaturés, et bien, qui vont s'oxyder en présence, n'est-ce pas, de l'air, donc de l'oxygène. C'est une forme d'oxydation. Et donc, ça va entraîner, ça va produire des produits qu'on appelle des peroxydes. Et donc, s'il y a la vitamine E dans le milieu, évidemment, cette vitamine va s'opposer à cette peroxydation. La vitamine E permet la gestion du stress oxydatif dans le développement de diverses maladies cardiovasculaires, neurologiques et cancéreuses, ainsi que dans le vieillissement. Elle aide à la formation des cellules sanguines, des muscles et autres tissus. Sa carence chez les prématurés peut être à l'origine d'une anémie hémolytique. Et donc, il a été démontré qu'elle augmenterait le risque d'atteinte rétinienne. Les sources alimentaires sont les grains entiers des céréales, le pain, les feuilles végétales, le pois et le haricot sec, les noix, le grain, les graines oléagineuses, les germes de blé, la margarine, le foie. Les besoins d'un adulte en bonne santé sont d'environ 12 mg par jour. Pour parler de la vitamine K, il faut dire qu'elle est nécessaire à la coagulation du sang. Elle est produite dans l'organisme par les bactéries intestinales et peut être aussi apportée par, n'est-ce pas, l'alimentation. Les besoins en vitamine K sont largement couverts par l'alimentation. Les sources alimentaires sont les feuilles vert foncé, les feuilles végétales telles que les épinards, les laitues, les choux. Les besoins d'un adulte en bonne santé sont situés entre 0,1 et 1 microgramme par jour. Donc, vous conviendrez avec nous que la vitamine K joue un rôle prépondérant au sein de notre organisme, surtout en cas de blessure. C'est d'autant plus qu'elle permet à la coagulation du sang. La vitamine B, donc c'est un complexe, B1, B2, B5, jusqu'à parfois B12, participe à des réactions enzymatiques, au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Elle intervient dans la transmission de l'influx nerveux. Elle favorise la croissance et entre dans la composition de nombreuses enzymes et leur carence provoque ce qu'on appelle les névrites, les inflammations chroniques des nerfs et des stress. Comme source alimentaire, eh bien, ce sont les céréales complètes, les levures de bière, les germes de blé, la viande de porc, les abats, les noisettes, les noix, les amandes, les légumes secs, comme le pois, les lentilles et les haricots secs. Dans les grains entiers, le pain, les beurres, les cacahuètes,
les viandes, les volailles, les poissons, les œufs, etc., etc. Alors, vous parlez des vitamines hydrosolubles, eh bien, on a dit qu'il y a la vitamine C. Elle stimule les défenses et donc permet la formation aussi du collagène. Elle aide l'organisme à lutter contre les infections. Elle augmente l'absorption du fer d'origine végétale et intervient dans de nombreuses réactions biochimiques avec un pouvoir antioxydant. Sa carence entraîne le scorbut, c'est-à-dire le saignement des gencives ou la chute des dents. Et comme source alimentaire, il y a les agrumes, les fruits et légumes crus, comme le persil, le poivron, les choux-fleurs, les épinards. Les besoins d'un adulte en bonne santé sont d'environ 110 mg par jour. Alors, comment ménager les vitamines? Les vitamines, plus particulièrement les vitamines hydrosolubles, comme la vitamine B et C, sont fragiles. Il faut donc conserver la plupart des fruits et légumes dans les réfrigérateurs. Il faut acheter les fruits et légumes juste avant l'usage. Éviter de les laisser tremper dans l'eau. Il faut les couper juste avant de les employer. Il faut couvrir ces fruits et légumes déjà découpés pour éviter une oxydation des vitamines au contact de l'air. Il faut également utiliser les modes de cuisson économisant les vitamines et minéraux tels que la cuisson à la vapeur, la cuisson à la marmite à pression, au four, à l'éthique. C'est-à-dire tous les modes de cuisson utilisant les billes. Le sous-paragraphe des minéraux. Alors, que dire de ces minéraux? Ces minéraux sont des substances essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. La plupart se retrouvent en quantité illimitée dans la nature. 22 minéraux se retrouvent au total dans la nature. Ils représentent au moins un 10 millième du poids corporel. On distingue les macro-éléments et les oligo-éléments ou éléments somme de traces. D'une façon générale, les minéraux entrent dans la composition des enzymes et des hormones, jouent un rôle clé dans la constitution des os et des dents et ils contribuent au maintien du rythme cardiaque, à la contraction musculaire, à la conductivité neurale et équilibre acido-basique. Il faut rappeler que, n'est-ce pas, dans tout ce qui vient d'être dit, eh bien, il y a le calcium, par exemple, qui intervient dans la contraction musculaire. Au niveau cardiaque, intervient également, n'est-ce pas, la pompe sodium-potassium. Au niveau de la conductivité neurale, intervient, par exemple, n'est-ce pas, le sodium. D'accord? Donc, vous comprendrez que ces minéraux-là jouent de véritables rôles au sein de l'organisme. Les sources alimentaires, ils sont présents dans le sang, c'est le cas du fer, dans les cellules et dans les liquides qui circulent dans notre organisme. Certains sont fixés dans les tissus, c'est le cas du calcium, du phosphore, comme les tissus osseux ou dentaires. Ils sont apportés par la nourriture et l'eau de poisson. Nous avons dit qu'il existait deux types de minéraux, à savoir les macro-éléments et les oligo-éléments. Les macro-éléments exigent
des apports supérieurs à 100 mg par jour. Ce sont le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium, le soufre, le sodium et le chlore. Nous allons en premier lieu aborder le calcium. Le calcium joue un rôle très important. Il forme la structure des os et des dents. 80% du calcium est stocké dans les os, dont il assure leur solidité. Le calcium favorise également le bon fonctionnement des muscles, c'est-à-dire la contraction musculaire. J'en ai parlé il y a peu. C'est un régulateur de l'excitabilité nerveuse et un constituant cellulaire. La déficience en calcium conduit à l'ostéoporose. Généralement, chez les vieilles femmes, on en a parlé également, il y a d'autres types de déficiences, n'est-ce pas, que le calcium peut entraîner, comme pour l'ostéomalacie par exemple. Les sources alimentaires, le calcium, on retrouve le calcium dans le lait et les substituts, les légumes verts foncés, le saumon et les sardines, dont on en trouve en conserve avec les arêtes. Les apports nutritionnels conseillés sont situés entre 500 et 1200 mg par jour. Relativement au phosphore, il faut dire que le phosphore avec le calcium, il est indispensable à la constitution du tissu osseux. Il constitue, donc, rentre la structure de l'ATP et de l'ADP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Et l'ADP, c'est l'adénosine diphosphate, qui sont les réserves, n'est-ce pas, de l'énergie. Et donc, le phosphore, comme je le disais il y a peu, hein, rentre dans la constitution de l'ATP et de l'ADP qui permet la mise en réserve et le transport de l'énergie. Il entre dans la composition des cellules et des membranes biologiques et intervient dans l'équilibre acido-basique. Une carence en phosphore est exceptionnelle. C'est rare, si vous voulez. Les sources alimentaires, le calcium est pratiquement présent dans tous les aliments, notamment la viande, le lait, les produits laitiers, le jaune d'œuf, le pain, les céréales et les légumes secs. L'apport nutritionnel conseillé se situe entre 360 et 850 grammes par jour. Pour parler du sodium, il faut dire que c'est il joue un rôle très important et constitue le principal cation minéral du milieu extratellulaire, notamment le sang. Le sodium régule l'équilibre osmotique de la cellule, c'est-à-dire sa présence en quantité importante va entraîner des mouvements d'eau. Il régule également la pression artérielle et il est éliminé par les reins. L'excès de sodium peut conduire à l'hypertension artérielle, c'est-à-dire à la forte pression sanguine. Condition qui peut conduire aux maladies cardiovasculaires et rénales. Quelles sont les sources alimentaires du sodium? Ce sont les plats cuisinés, les conserves, des légumes, des viandes, des soupes, des poissons. C'est aussi les condiments, comme le sel de table, le soja, les ketchup, les moutardes. À côté de ces sources alimentaires, il y a les sources
naturels comme la viande, la volaille, les produits laitiers, les végétaux, les eaux minérales. Les apports nutritionnels conseillés sont entre 5 et 12 grammes par jour de NaCl. En ce qui concerne le magnésium, il entre dans la constitution du squelette et du système nerveux et du foie. Il intervient dans l'équilibre nerveux, dans le stress antioxydant, l'exstabilité du muscle. Les sources alimentaires sont les fruits et légumes, les céréales et les chocolats. En ce qui concerne le potassium, il est le principal cation du milieu extracellulaire. Constitue environ 95%, n'est-ce pas, de du milieu intracellulaire. Il est nécessaire à l'activité musculaire et au muscle cardiaque. Il intervient au niveau du système de transport pompe sodium-potassium ATPase dépendante qu'on trouve au niveau du cœur. Les sources alimentaires sont les fruits, les légumes secs, la banane, le poisson, les viandes et le chocolat. Les apports nutritionnels conseillés sont d'environ 2,5 à 6 grammes par jour. En ce qui concerne le magnésium, il est essentiel dans l'activation du système enzymatique. Il intervient dans la contraction musculaire, dans les transferts de l'influx nerveux, dans les synthèses protéiques. Il intervient dans la glycolyse. Sa carence peut entraîner des faiblesses musculaires, des crampes, des crises de tétanie, excusez-moi, ou des troubles digestifs. Les sources alimentaires sont le chocolat, les légumes secs, les fruits de mer, les céréales, l'eau. Les apports nutritionnels conseillés sont situés entre 80 et 420 mg par jour. Après avoir étudié les macroéléments, nous allons à présent aborder le paragraphe sur les oligo-éléments ou éléments sous forme de traces. Ils sont au total 15. Les principaux sont le fer, le zinc, le cuivre, le fluor et l'iode, et le chrome et le sélénium. L'organisme n'en contient pas plus de 7 grammes et les besoins sont très faibles, d'ordre 10 microgrammes. Chaque oligo-élément apparaît à un taux au plus égal à 0,001% du poids corporel. En premier lieu, nous allons parler du fer, de son rôle, de sa carence et de ses sources alimentaires. Bien entendu, avec les apports nutritionnels recommandés. Pour parler du rôle du fer, il faut retenir qu'il aide à produire les globules rouges. Il participe au transport et à l'utilisation de l'oxygène dans les parties du corps. C'est le cas de l'hémoglobine. Il est présent dans les cytochromes et intervient dans
de nombreux enzymes d'oxydation. Les carences, il faut indiquer que la déficience en fer conduit à l'anémie fériprive. Les sources, il est retrouvé dans le foie, les reins, la viande, le poisson, les fruits, les mers, les légumineuses, les noix, les céréales, le jaune d'œuf et légumes à fruits verts. Le fer héminique et on y trouve le fer héminique ajouté au fer non héminique. L'absorption est supérieure d'environ 25%. Alors, le fer non héminique, eh bien, ce fer se trouve généralement sur les végétaux. Et donc, dans ces végétaux, on trouve les tanins, les phytates, évidemment, qui réduisent l'absorption, n'est-ce pas, de ce fer-là. Par contre, à l'opposé, vous avez la vitamine C qui amplifie, bien qui augmente l'absorption du fer. Par rapport à l'apport aux apports nutritionnels conseillés, ils sont de 7 à 30 mg par jour. S'agissant du cuivre, excusez-moi, le cuivre intervient dans beaucoup de réactions d'oxydation de réduction. La qualité des cartilages et minéralisation osseuse sont liées au cuivre. Le cuivre intervient dans la régulation des neurotransmetteurs, dans la fonction cardiaque, dans les fonctions immunitaires et intervient dans le métabolisme fer. Il entre dans la composition de plusieurs métalloenzymes. Le cuivre est impliqué dans le métabolisme oxydatif du glucose. Il joue un rôle ambivalent au niveau du stress oxydant. Au niveau de la superoxydismutase, eh bien, le cuivre permet l'élimination des radicaux libres. Le cuivre sous forme libre génère les radicaux libres. Sa carence aussi entraîne l'anémie, l'ostéoporose, l'hypercholestérolémie, la neutropénie, c'est-à-dire un manque de neutrophiles et également un manque de leucocytes. Donc, une leucopénie. En cas de surcharge, entraîne la toxicité du foie. Les sources alimentaires sont les abats, le poisson, les mer, les crustacés, les coquillages, les noix, céréales, les légumes, les fruits et produits de cacao. Les apports nutritionnels conseillés sont de 0,8 à 2 mg par jour. Relativement au zinc, il faut dire que le zinc intervient dans l'activité de près de 300 enzymes ayant un impact au niveau de la synthèse protéique. Dans les ARN, dans les ADN polymérases. Il intervient dans la stabilisation de la structure tertiaire des hormones, comme l'insuline. Il intervient dans le métabolisme, c'est-à-dire la synthèse des acides gras polyinsaturés et des prostaglandines. Également dans la stabilisation des membranes cellulaires, intervient comme antioxydant. Sa carence entraîne le ralentissement de la croissance,
et la diminution de l'immunité. En cas de surcharge, eh bien, cela va entraîner des maladies neurologiques par carence en cuivre. Les sources alimentaires sont les viandes, les abats, le fromage, les légumineuses, les poissons et fruits de mer, les crustacés, les arènes, les céréales complètes, les légumes secs et l'apport nutritionnel conseillé est de 6 à 19 mg par jour. Pour parler de manganèse, il faut noter qu'il intervient dans le métabolisme glucidique et lipidique. Il participe à la prévention des dommages provoqués par les radicaux libres, donc intervient dans la détoxication des radicaux libres. Il permet donc l'élimination, n'est-ce pas, des radicaux libres. Il active l'arginase, c'est une enzyme qui dégrade l'arginine, et également la phosphatase alcaline, n'est-ce pas, qui permet de dégrader les phosphores au sein, n'est-ce pas, par exemple, phospholipides, par exemple, interviennent dans la formation de l'urine, également dans la synthèse de l'hémoglobine. La carence entraîne un diabète insulino-résistant, une hypercholestérolémie, une perte de poids, un retard de croissance, des défauts osseux et des cartilages. Les sources alimentaires sont les céréales, telles que le riz, aussi les noix, les légumes à feuilles, fruits, les viandes, poissons et thé. Les apports nutritionnels conseillés sont de 2 à 3 mg par jour. Pour parler de l'iode, il faut noter qu'il est nécessaire au fonctionnement de la thyroïde pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Vous voyez que la synthèse des hormones thyroïdiennes, pardon, eh bien, nécessite la présence de l'iode. L'action donc de l'iode sur la régulation du métabolisme basal est aussi démontrée sur la thermorégulation, sur la croissance physique et le développement mental, et également sur les différents tissus et organes. La carence entraîne le goitre, le crétinisme, le myxodème, l'hypothyroïdie. Les sources alimentaires sont le poisson de mer et les légumes. Le fer et les produits laitiers fournissent aussi une contribution à l'absorption d'iode. On trouve dans de nombreux types de pain, des succédanés de pain, de produits viandeux, donc d'origine viande, la viande, le sel de cuisine et les succédanés au sel de cuisine sont enrichis en iode. Apport nutritionnel conseillé 80 à 200 microgrammes par jour. S'agissant du fluor, il se concentre dans l'os et l'émail dentaire. Cela entraîne l'amélioration de la structure dentaire et inhibe la cariogénèse et renforce la structure osseuse. Sa carence
entraîne bien sûr la carie dentaire que tout le monde connaît et également l'ostéoporose. Les sources alimentaires, l'eau potable, la gélatine et le poisson de mer. Les apports nutritionnels conseillés sont entre 30 et 50 microgrammes. Alors, que retenir de ce chapitre? Il faut dire qu'une alimentation riche en vitamines et sels minéraux est importante. On trouve des sels minéraux dans tous les aliments, sauf dans les corps gras et le sucre. De plus, les aliments raffinés comme le pain blanc, le riz poli, contiennent la moitié moins d'éléments minéraux que les mêmes aliments non ramifiés. Le calcium, le magnésium et le fer manquent souvent dans notre alimentation, tandis que le sodium et le phosphore sont très, voire trop abondants. Une alimentation variée et non ramifiée assure un apport suffisant en sels minéraux et oligo-éléments. Une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes assure un apport suffisant en vitamines. L'idéal serait de consommer 4 à 5 portions de fruits et légumes par jour, par exemple une salade et 200 mg de légumes cuits, 2 fruits et un jus de fruits. Ainsi prend fin
Et